MDH promotion, maîtrise et développement de l'habitat. Maîtrise et développement de l'habitat, c'est trois mots bien sûr qui veulent dire qu'on a une éthique, une philosophie de construction. Maîtrise et développement de l'habitat. Donc nous sommes spécialisés dans la construction de logements neufs où nous cherchons à faire spécialement du logement familial. C'est-à-dire que nous construisons 200 à 300 logements par an avec une prédominance de logements pour de la résidence principale, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la vente pour les investisseurs qui vont louer, mais pour des gens qui vont acheter pour y vivre en général une bonne dizaine d'années. Nous sommes vraiment passionnés par l'accession, avec deux types d'accession, l'accession résidentielle, où là on trouve des appartements assez chics, et de l'accession sociale, où justement dans cette accession sociale, c'est simplement les prestations intérieures qui changent, alors que nous conservons pour justement un développement durable et un maintien du bâti, où nous conservons les mêmes prestations extérieures, autant dans les matériaux nobles, et aussi dans tout ce qui est confort acoustique et thermique. On a par exemple des chapes flottantes dans tous nos immeubles, et thermique, on a souvent des portes qui sont davantage acoustiques que les normes obligatoires, et la même chose pour les fenêtres et pour les isolations, qui permettent donc un confort et une économie d'énergie maximum. Alors quel type de construction nous faisons, dans quelle zone? On travaille spécialement en Île-de-France. Vous souhaitez savoir aussi comment nous nous plaçons par rapport à l'investissement socialement responsable. Voilà trois mots: investissement socialement responsable, ISR comme vous dites. Responsable, ça veut dire qu'on ne va pas construire n'importe quoi en se disant, nous moquons bien sûr de ce que ça peut devenir à partir du moment où c'est vendu. Ça, c'est l'éthique de la société. Alors, investissement socialement responsable, nous sommes développement durable par rapport à l'économie d'énergie. Alors, il y a des obligations, bien sûr, il y a des normes, mais on peut aller au-delà avec des délesteurs électriques et d'avoir une bonne régulation de l'énergie à l'intérieur de chaque appartement. On va bien sûr parler d'énergie nouvelle, et là, on est un peu au top aujourd'hui, puisque nous avons un immeuble de 5000 m² qui représente plus de 100 logements, où nous avons cherché à implanter et de l'énergie solaire, et de deux, du plancher rayonnant, rafraîchissant. On a déjà fait du plancher rayonnant par plafond, et dans cet immeuble, on va faire du plancher chauffant et rafraîchissant en cas donc de canicule ou même de grosse chaleur. Je crois que ce qui est nouveau, c'est d'avoir marié dans un même immeuble et du solaire et du plancher chauffant et rafraîchissant à partir de pompes à chaleur. Donc là, il y a vraiment un investissement socialement responsable qui peut donner des économies d'énergie pour les accédants, pour ceux qui vont vivre à l'intérieur, et d'une manière alors plus sociale, plus société, des économies d'énergie pour éviter de dépenser davantage d'énergie pour plus de confort. Si on parle un peu de cet immeuble, il a été possible, je crois, il y a deux paramètres qui ont pu être pris en compte. Parce que tout le monde dit ça coûte plus cher. Oui, c'est vrai, ça coûte même beaucoup plus cher. On peut compter entre 100 et 150 euros de plus en coût de construction par mètre carré. Et ça veut dire que si vous construisez 100 à 150 euros par mètre carré, c'est du hors taxe, il y a la TVA à rajouter, il y a aussi les gens à payer, les bureaux d'études à payer. Ça veut dire pour le client final, c'est au moins 200 euros de plus qu'il faudrait vendre un appartement. Et 200 euros, bon, sur un appartement par exemple de 60 mètres carrés, ça fait quand même 15 000 euros à peu près de plus, 70 mètres carrés, ça fait 15 000 euros de plus que la personne doit trouver ou doit emprunter. Ce qui a été possible, on a pu le faire parce que nous avons eu un accord avec deux entreprises. Alors une entreprise qui est l'entreprise qui fournit l'énergie, et qui fournit les pompes à chaleur, et ça nous avons un accord avec Everbat qui est une filiale à 100% de EDF, dont l'objet est de développer les énergies nouvelles pour permettre des économies d'énergie à terme. Et là, il y a une réponse bien sûr à la politique du développement durable. Le deuxième élément qui nous a permis de faire cette construction pour qu'elle soit économiquement viable, c'est la communauté locale, c'est la commune elle-même, la société des communes mixtes, qui a été d'accord pour nous vendre le terrain
on va dire moins cher que ce qu'elle aurait pu vendre sur un marché classique, et qui nous a permis donc, en contrepartie, de réaliser ces investissements de développement durable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le client est attiré, en termes marketing on peut dire, par l'énergie solaire, parce qu'il en a entendu parler, mais il n'est pas prêt à payer plus cher un appartement parce qu'il y a de l'énergie solaire. Surtout que l'augmentation des prix de l'immobilier aujourd'hui font que c'est toujours juste pour acheter, ils sont obligés d'allonger leur crédit à 20, 25, voire 30 ans, et donc ils ne sont pas prêts à payer plus cher un appartement parce qu'il y a de l'énergie solaire ou du plancher chauffant rafraîchissant en soi. Même si le plancher chauffant rafraîchissant, lui, est quand même un élément de confort supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de l'énergie solaire. Ça ne donne pas plus de confort, ça donne simplement, en gros, 30% de l'eau chaude qui va être fournie grâce à l'énergie solaire. Alors ce ne sont pas des panneaux solaires que nous avons mis en place, ça aussi c'est une nouveauté, c'est de la moquette solaire, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de soleil, la chaleur existante, si le soleil est derrière des nuages, eh bien la chaleur quand même que va procurer ce soleil à certains moments de l'année va être récupérée par la moquette solaire. Alors c'est bien sûr par ce partenariat avec la commune et avec Everbat qu'on a pu mettre en place cet immeuble en développement durable. À partir du moment où on construit cela, qui va être concerné? Les entreprises avec qui on travaille. Donc les entreprises de plomberie qui doivent modifier leur mentalité pour en tenir compte, les entreprises d'électricité aussi, l'entreprise d'électricité, et puis toutes les entreprises aussi, il y a des gaines à passer, il y a tout ce qui est, il y a toute une ingénierie de la construction nouvelle, et puis c'est vrai que les entreprises ont l'impression qu'on fait quelque chose de beau parce qu'on fait de l'énergie solaire et du développement durable. Et là-dessus, je crois, les politiques peuvent s'appuyer par un discours médiatique pour toucher aussi les entreprises, qu'elles se mettent à jour dans leur formation, dans leur technique, pour pouvoir demain faire davantage de développement durable. Le particulier, lui, il trouve ça bien, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas prêt à payer plus cher, mais il n'est pas contre. Ceux qui peuvent être un petit peu réticents, c'est les gestionnaires futurs. Mais ils ont peur, c'est vrai, il y a une peur aujourd'hui là-dessus, que dans 15 ans, la moquette solaire, par exemple, ne tienne plus le coup, et qu'il faille changer la moquette solaire. Donc ça leur demandera à ce moment-là des surcoûts qu'ils n'ont absolument pas intégrés dans leur exploitation, dans leur camp d'exploitation à terme, puisque quelqu'un qui achète un immeuble pour 30 ans, il a bien sûr des gros travaux prévus, mais ça ils ne l'ont pas trouvé, ils n'ont pas prévu dans leurs gros travaux. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur l'approche développement durable. Alors qu'est-ce qu'on attend des politiques aujourd'hui? Tout le monde parle beaucoup de développement durable. Ce qu'on attend des politiques, je crois que c'est simple, c'est qu'ils mettent en place, ils ont commencé à le faire d'ailleurs, en donnant, si vous faites du développement durable, vous pouvez construire 5% de plus de mètres carrés sur un même immeuble. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, si sur ce terrain on peut faire 5000 mètres carrés, les règles d'urbanisme nous permettent de faire 5000 mètres carrés, le fait de faire du développement durable permettrait de faire 5250 mètres carrés. Donc il y a 250 mètres carrés de plus à vendre. Il est clair que c'est une vraie réponse, si vraiment c'est généralisé, c'est une vraie réponse pour permettre aux constructeurs de pousser au développement durable. Maintenant, quand vous êtes en plein centre-ville, vous avez des règles d'urbanisme qui ne vous permettent pas de faire 5% de plus toujours. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas la possibilité de le faire, puisque vous êtes limité par les hauteurs, par les gabarits, etc. Mais c'est une bonne réponse, c'est une réponse simple et c'est une très bonne réponse. Il y a d'autres réponses qu'ont mis en place aussi les politiques. C'est des aides financières au départ, par l'entreprise qui s'appelle ADEME. Ça c'est limité, c'est-à-dire que c'est pour lancer, et petit à petit ça va petit à petit ne plus exister d'ailleurs. Sur l'énergie solaire, ça n'existe quasiment plus. Sur les planchers chauffants, ça existe parce qu'on a des pompes à chaleur. Et aujourd'hui, se spécialise beaucoup plus sur encore une autre énergie qui a de l'avenir peut-être, mais qui demande un gros investissement, c'est la géothermie. Je pense qu'en matière politique derrière, après, il y a toute cette médiatisation de la chose, là on est en plein dedans. Mais il faut que derrière la médiatisation, il y a quand même des résultats concrets qui permettent économiquement à une entreprise comme la nôtre, à une des sociétés de construction, de ne pas dépasser des coûts de construction qui ne seraient pas absorbables compte tenu de la solvabilité des ménages.
MDH, maîtrise d'œuvre de l'habitat, est tout à fait ouvert à de l'investissement socialement responsable, comme on peut le prouver par notre opération. Je pense d'ailleurs que les promoteurs en général sont aussi ouverts à cela, à partir du moment où il n'y a pas trop de contraintes données autoritairement et qui, compte tenu de la spéculation foncière, rendent impossible le projet. Je crois que là aussi les politiques ils commencent à le faire, mais ils auraient un vrai travail à faire pour éviter la spéculation foncière qui oblige les sociétés à limiter justement les prestations dans un immeuble, ce que nous ne souhaitons pas du tout, puisque si le foncier garde un prix raisonnable, on peut à ce moment-là bien sûr mettre de l'argent dans la qualité, dans la prestation et dans le développement durable. Je vous remercie.